Salut, attention, comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un sujet qui est très violent et qui n'a pas l'air d'être violent. C'est ce qu'on appelle, entre autres, on pourrait le décrire d'autres manières, mais on l'appelle l'aliénation parentale. Donc je voulais juste le décrire, je n'ai pas spécialement de solution à y apporter. Je vais expliquer pourquoi je n'ai pas spécialement de solution à apporter. Mais je voulais proposer mon témoignage sur la question, parce qu'évidemment en aidant les gens depuis 16 ans, c'est des situations que je rencontre, donc en mode témoignage, donc soit des enfants qui ont été victimes de ça, qui sont maintenant adultes et qui en vivent les conséquences, il y a un peu une explosion de ça, soit des parents qui sont pris là-dedans, et donc du coup c'est leurs enfants qui sont victimes d'aliénation parentale. Alors, première chose que je vais exprimer sur le sujet, c'est que la notion... Alors, j'ai pas approfondi ce que je vais dire là, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas approfondi, c'est pas important justement, c'est pas cette partie qu'il faut approfondir. Mais le terme aliénation parentale a des origines un peu douteuses, il me semble, donc j'insiste, je suis pas allé approfondir, est-ce que c'est des accusations, des calomnies, est-ce que c'est des mensonges, est-ce que c'est des détournements, des aggravations, je sais pas. Mais il semble que l'individu qui est venu en premier avec cette notion avait, on va dire, des accointances avec la pédophilie, je vais dire comme ça, parce que je ne sais pas s'il a été accusé de pédophilie, je ne sais pas s'il avait un discours un peu tolérant avec la pédophilie. Bref, les origines sont douteuses. Les origines du mot. Moi, j'en ai rien à foutre de ce mec, et j'en ai rien à foutre de l'origine du vocabulaire. En l'occurrence, ce qui m'importe, c'est les faits que subissent les enfants. Et cette notion d'aliénation parentale, il faut reconnaître qu'elle est bien précise. Le terme aliénation parentale est bien trouvé. Et pour moi, ça fait comme double. Donc je décris peut-être un peu avant, en gros, ce que c'est, parce que peut-être vous ne connaissez pas. L'aliénation parentale, c'est le comportement d'un parent qui consiste à manipuler un enfant et tout l'entourage aussi, évidemment, et tout le système judiciaire souvent, pour système judiciaire et système de protection de l'enfance, pour mettre dans le crâne d'un enfant que l'autre parent pose problème d'une manière violente, sachant que c'est lui évidemment ou elle évidemment qui pose problème. C'est le parent qui fait ça, qui est absolument destructeur de la psychologie de l'enfant, et c'est par inversion accusatoire, l'autre va faire une aliénation parentale et essayer de démontrer que c'est l'autre qui pose problème. Donc souvent c'est quelqu'un qui pose un énorme problème pour l'enfant, souvent c'est des comportements, je ne vais pas faire de généralité, mais la plupart du temps c'est des gens qui sont manipulateurs ou pervers narcissiques, qui donc posent un énorme problème pour l'enfant, parce que ils posent un problème pour tout le monde qu'ils rencontrent, et donc par leurs compétences de manipulation, vont faire de l'aliénation parentale. Donc voilà ce qu'est l'aliénation parentale. Donc ça consiste à aliéner l'enfant, ça consiste à aliéner une image parentale dans la tête de l'enfant, et c'est une aliénation parentale parce que c'est un parent qui le fait. Donc le terme aliénation parentale, on peut le prendre dans tous les sens, il colle bien. C'est aliénation de l'enfant, c'est aliénation du parent, mais dans la tête. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un enfant, il se construit avec... il est identifié, il est associé à ses parents, et donc il y a une espèce de fusion psychologique entre l'image qu'il a de papa-maman et lui. L'image de papa et de maman, c'est aussi un peu lui, ou en tout cas il y a une fusion, il y a un amalgame. L'enfant n'est pas surtout jeune dans la capacité de complètement distinguer, parce qu'il a un cerveau qui n'est pas mature, il a un cerveau qui ne peut pas être autonome au niveau psychologique, et qui nécessite des référents primaires, on parle en neurosciences. Donc les enfants ont des référents primaires pour interpréter leur expérience. Et donc ça veut dire qu'ils sont référencés extérieurement, les enfants, pas intérieurement. Donc la référence parentale est une référence ultra influente par défaut. Le parent ne peut pas ne pas influencer l'enfant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes les idéologies qui sont oui, je ne veux pas influencer mon enfant. C'est juste pas possible. C'est sain de l'influencer, et c'est comme ça que ça marche au niveau biologique. C'est juste qu'il faut essayer d'avoir l'influence la plus porteuse et la plus valeureuse possible. Mais l'influence est irrémédiable. Donc, du coup, aliéner l'image d'un parent dans la tête d'un enfant, c'est toujours terrible.
C'est pourquoi d'ailleurs, je fais un petit point avec une autre vidéo que j'ai fait. J'avais fait une vidéo sur le fait d'avoir des enfants avec un manipulateur. Et j'avais dit trouver la nuance entre dénoncer les actes de l'autre parent, les actes, mais tout en encourageant l'enfant à aimer le parent. C'est-à-dire qu'au niveau de l'image du parent, au niveau de la relation avec le parent, celle-ci ne doit pas être cassée, quoi qu'il en soit, même si l'autre parent est une ordure infinie ou une ordure, une femme infinie. C'est important de trouver la nuance. L'enfant est tout à fait capable de faire par contre la distinction. Encore une fois, il n'est pas débile l'enfant, il est juste immature. Donc il sait très bien faire la différence entre j'aime papa mais papa vole, ou j'aime maman mais maman a trompé papa, ou maman ment tout le temps. L'enfant sait faire la différence, et l'enfant est souvent dans une vraie capacité d'amour, ce que les adultes n'ont plus. Donc un adulte a du mal à aimer quelqu'un qui fait des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. L'enfant sait très bien faire ça. Donc l'enfant sait faire cette distinction, comme souvent les adultes ne savent plus faire. Les adultes sont assez incapables d'aimer autre chose que dans le cas de la dépendance affective. Du coup, ils ont du mal à orienter l'enfant à ce qui est simple pour lui. Donc ça, c'était une parenthèse. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction entre dénoncer les actes, les comportements, ou juste être clair avec les faits d'un comportement d'un des parents, mais surtout laisser l'enfant libre et même l'encourager à être dans l'amour et dans le lien avec l'autre parent, s'il le souhaite évidemment, s'il le souhaite. Après, s'il ne le souhaite pas, de toute façon la justice se chargera de lui imposer malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc l'idée c'est comprendre ce qu'est l'aliénation parentale sur un cerveau immature. Si entre adultes, à un moment donné, vous dites de mal d'un autre adulte, c'est rigoureusement pas la même situation. C'est pourquoi l'aliénation parentale est quelque chose qui est souvent très mal comprise, même et surtout malheureusement par les juges et par les services de protection à l'enfance, qui eux essayent de conserver la famille et qui ne comprennent pas la toxicité de certaines familles, et qui donc mettent les enfants dans des situations catastrophiques psychologiquement. Après, peut-être c'est difficile de faire autrement, mais en tout cas, ils ne comprennent pas l'aliénation parentale parce que ils fonctionnent comme des adultes. Donc c'est pas pareil de dire du mal ou de casser un adulte entre adultes que de casser le lien d'un enfant avec un autre adulte. Et ça va être, alors l'aliénation parentale, ça va être des phrases de l'ordre de... C'est des phrases qui vont vivre surtout, qui vont viser surtout l'amour et le lien. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu aimes ta maman, il ne faut pas que tu aimes ton papa ou ta maman t'aime pas, donc ça va dans les deux sens. Il préfère ta soeur ou ton frère. C'est-à-dire tout ce qui vient adresser le lien d'amour, le lien affectif entre un enfant et un parent, c'est de l'aliénation parentale. Alors évidemment, l'aliénation parentale va plus loin, hein. Elle va aussi à briser, c'est pas direct. Là c'est une attaque directe, c'est-à-dire ton papa ou ta maman t'aime pas, ou alors il faut pas aimer, tu dois aimer que moi, ou c'est moi ton papa, moi je suis bien, l'autre est pas bien, l'autre est pas digne d'amour, enfin bref, tout ce qui vient casser, même inconsciemment évidemment, le lien directement c'est une catastrophe. Après bien sûr ça peut être relativement indirect, si le parent passe son temps à attaquer l'autre parent tout le temps, au bout d'un moment ça pèse sur l'enfant. Souvent l'aliénation parentale est accompagnée évidemment de manipulation, c'est-à-dire que ce que le parent dit à propos de l'autre parent est intégralement faux, intégralement inventé. Souvent c'est de la projection psychologique, c'est-à-dire très souvent quand il y a manipulation ou perversion narcissique, en fait le parent va projeter ce que lui fait sur l'autre, ça je le vois tout le temps. Un parent va voler des trucs à un gosse, ou de l'argent qu'il avait en compte en banque et tout, et évidemment il va dire que c'est l'autre parent qui l'a fait, par exemple. Le parent va faire de la corruption de l'enfant, c'est-à-dire va lui proposer des choses que l'enfant aime beaucoup pour que l'enfant fasse du mal à l'autre parent. Des fois, ah oui, ça aussi c'est terrible, je ne l'ai pas décrit, il y a des parents qui encouragent l'enfant à faire du mal à l'autre parent. C'est-à-dire qu'ils le poussent, ils en font des petits soldats. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que l'autre enfant foute le bordel dans l'autre famille. Souvent c'est des familles récomposées, ou même juste quand l'enfant est chez le parent ou chez la mère.
chez le père ou chez la mère, pousser l'enfant à agir de manière malveillante ou manipulatrice ou à mentir à l'autre parent, ça fait partie de l'aliénation parentale parce que ça brise évidemment le lien. Vous voyez, donc c'est tout ça. Hein. Et ça va très loin et je pense qu'on ne soupçonne pas jusqu'où sont capables d'aller des manipulateurs, des manipulatrices, des pervers narcissiques. Ils sont capables d'aller très très loin. C'est-à-dire que moi je connais des cas où, par exemple, en l'occurrence c'est un père, il promet des poupées Barbie ou il promet d'aller faire des activités que l'enfant adore, si l'enfant espionne, mais espionne vraiment, c'est-à-dire va vraiment fouiller ce qui se passe dans la famille, si l'enfant ment, si l'enfant dit des mensonges, c'est-à-dire que dès que l'enfant dit des mensonges sur ce qui s'est passé dans l'autre famille, l'enfant là il reçoit une poupée Barbie, ou il reçoit une valorisation, il reçoit une glace, etc. etc. Donc voilà un exemple concret de corruption de l'enfant. Et là on est dans l'aliénation parentale la plus catastrophique, parce que l'enfant est dressé à devenir quelqu'un de malveillant, de manipulateur, et évidemment que l'enfant lui en soi n'est pas malveillant. L'enfant lui, tout ce qu'il est en train de vouloir faire, c'est faire plaisir à papa en l'occurrence. L'enfant lui, il est dans cette pureté-là. Il a un parent qui le pousse à ça, il a un autre parent qui ne pousse pas du tout à ça. Il n'a pas la posture morale possible pour faire un choix. Enfin, tous les enfants ne l'ont pas. Certains l'ont peut-être très vite, mais ils ne l'ont pas. Donc l'enfant là-dedans, il est aliéné parce que pour lui c'est normal puisque c'est papa qui me demande de le faire. Et même s'il me le demande de le faire contre maman, pour lui c'est normal. J'ai déjà été témoin d'enfants qui proposent, du coup les enfants après, pour eux c'est un monde normal, qui vont proposer à un parent de faire la guerre contre l'autre. C'est-à-dire que pour lui c'est normal, il va dire, comme certains enfants vont dire, je fais ça si tu me donnes ça. Là l'enfant va dire, si je fais du mal à papa, maman, si je lui fais la guerre, tu peux me donner ça. Donc pour l'enfant c'est devenu normal que ce comportement-là, et là l'enfant est évidemment totalement aliéné dans ses valeurs, dans son rapport structurel, familial, etc., etc. Donc voilà un peu la description de l'aliénation parentale. Donc voilà pourquoi je disais que c'est très très violent. Parfois en psychiatrie on va plutôt parler de conflit de loyauté du coup. Ça c'est un terme qui va revenir, conflit de loyauté. Disons que le conflit de loyauté c'est la conséquence de l'aliénation parentale. Le conflit de loyauté c'est ce que vit l'enfant. En conséquence l'enfant est dans un conflit de loyauté. L'enfant est loyal avec les deux parents, et il est dans un conflit vis-à-vis de ça insoluble, rigoureusement insoluble. Il ne sait pas comment faire. Il est obligé de faire du mal à maman, mais maman lui demande de ne pas faire du mal. Donc voilà, l'enfant il est complètement piégé là-dedans. Ou l'inverse, hein, j'insiste, il y a des mères qui font ça, donc l'enfant va être obligé de faire du mal à papa, mais papa ne veut pas faire du mal à maman. Donc ce truc-là, ça c'est ce que vit l'enfant. Donc l'aliénation parentale, c'est le comportement des parents. Donc c'est deux mots qui adressent la même situation par des angles différents. Mais c'est rigoureusement pareil. D'accord, ça c'est très important. Parce que souvent les psychiatres, eux, ils n'ont pas l'aliénation parentale, c'est pas un truc qu'ils ont appris à l'école, donc ils vont plutôt parler de conflit de loyauté quand ils observent que l'enfant est pris là-dedans. Alors bien sûr après par contre, un enfant peut être dans un conflit de loyauté simplement s'il y a un conflit important entre les parents. Mais des fois tous les conflits ne tombent pas dans l'aliénation parentale. Il y a des parents qui sont très en conflit, qui râlent sur le parent ou qui se disputent entre parents, les enfants le voient, etc. Donc les enfants peuvent aussi être pris dans un conflit de loyauté même s'il n'y a pas aliénation parentale. C'est ça la nuance qu'il faut apporter. Mais l'aliénation parentale, c'est la démarche active d'un parent pour aliéner l'enfant. Mais ça en général, enfin, j'ose espérer qu'il ne s'en rend pas compte, mais je ne suis pas convaincu. Je pense que dans certains cas, le parent le fait exprès. Je pense que ça, c'est rarement intégré comme hypothèse. Je vais expliquer la possibilité de cette hypothèse. Souvent, un manipulateur est profondément dévalorisé. Et donc, c'est son réflexe à lui d'attirer les gens vers son problème, et y compris ses enfants. C'est-à-dire que dans sa logique à lui, si son enfant sera aussi détruit que lui, aussi morbide que lui, ils feront une équipe, ils seront ensemble, ça sera une belle famille, il y a un truc de cet ordre. C'est un peu difficile de se mettre complètement dans l'état d'esprit, mais
il me semble avoir compris un truc de ce genre. C'est-à-dire que je pense que j'ai observé des cas où le parent, soit il est complètement débile, soit il sait très bien qu'il est en train de détruire son enfant. Et je pense qu'il ne le fait pas forcément avec le degré de conscience que je pourrais avoir moi si je veux détruire un enfant. Il va le faire avec son degré de conscience qui est c'est mon enfant et on va faire une famille. Parce que évidemment, lui n'a pas de solution ou elle n'a pas de solution avec sa dévalorisation. Et donc va chercher en fait à la valoriser quelque part. Ça va être des comportements très morbides, ça va être des attirances pour des univers très noirs qui du coup vont être cool, quoi, vont être valorisés, puis il y a d'autres gens qui vont y participer et tout. Donc on va attirer l'enfant dans cette morbidité-là, sans trop de conscience que c'est très dommage, que ça gâche une vie, que la vie c'est autre chose. Je pense qu'il peut y avoir ça. Après je pense que souvent le parent qui fait de l'aliénation parentale n'a pas conscience d'aliéner l'enfant. Je pense que souvent, il est juste totalement non empathique. Il y a les pervers narcissiques, par exemple, le degré de manipulation qui va jusqu'à la perversion narcissique. Les pervers narcissiques sont totalement non empathiques. Et donc, de toute façon, l'enfant, c'est un objet comme un autre. Hein, donc, c'est pas, je me mets pas à sa place, je me pose même pas la question s'il va être aliéné ou pas. C'est juste que j'accomplis mon intérêt personnel. Les manipulateurs, les pervers narcissiques sont énormément centrés sur eux. Il n'y a que leur intérêt à eux qui compte. Et il n'y a jamais de relation, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. Voilà. Donc voilà un peu ce que c'est l'aliénation parentale. C'est un sujet très grave, c'est un sujet qui est en explosion. C'est de plus en plus mis en place. Notamment parce que je voulais décrire cet aspect-là. Encore une fois, tous les processus judiciaires et tous les services de protection à l'enfance sont totalement non informés là-dessus, non compétents. En même temps, je ne sais pas trop ce qu'ils pourraient faire, mais au minimum, il faudrait arrêter de forcer des enfants à vivre là où ils n'ont pas envie. Mais c'est compliqué, parce que justement, un enfant peut être manipulé à ça. Bref, il faut reconnaître aussi que ce sont des situations relativement insolubles. Il faut reconnaître que, comme je l'ai dit, hein, dans le cas d'avoir un enfant avec un manipulateur, c'est relativement insoluble, c'est hyper complexe. Mais malheureusement, au moins tout le processus judiciaire devrait cesser de s'en mêler parce qu'en fait, en général, ça crée encore plus de dégâts. Même si je comprends que le besoin, l'envie, la tentation de sauveur, d'essayer de sauver des enfants dans ces circonstances, moi j'observe que les dégâts faits par les services à l'enfance dans ces circonstances-là, je parle, hein, et par les processus judiciaires sont catastrophiques. Parce que ils finissent par tout détruire, ils en rajoutent quoi, ils attisent la guerre, parce qu'à chaque fois donc, ça va être des confrontations avec les parents ou les enfants qui sont confrontés devant des autorités ou devant des adultes. Et donc évidemment ça encourage le parent aliénant à monter les dossiers, à en faire encore plus. Voilà, étant donné qu'il y a des spectateurs, il faut monter le spectacle de l'aliénation parentale. Si à un moment donné il n'y a plus de spectateurs, s'il n'y a plus personne à convaincre qu'un des parents est catastrophique, ça enlève énormément, même si ça n'enlèvera pas la toxicité du personnage. Mais ça lui enlèvera des spectateurs, et donc ça réduirait les besoins en fait, de créer de la manipulation, de créer des faux dossiers, etc. Malheureusement, je ne vois pas trop d'autres solutions que si un jour les services de protection à l'enfance ont l'intelligence de voir qu'ils ne peuvent pas être une solution, il faut mieux qu'ils se retirent. Je pense que dans certains cas, ce serait ça la solution, c'est d'arrêter de foutre la merde, encore plus que celle qu'il y a. Parce que si on n'a pas de solution, on ne sert à rien. Si on a des solutions, on les applique. En l'occurrence, il n'y en a pas. Ou alors arriver à déterminer de manière certaine, mais ça, comment faire? Ça, j'avoue que, je veux dire, le parent qui voit l'autre parent faire ça, le parent honnête qui voit l'autre parent faire ça, lui, il a des certitudes, lui, il sait. Mais une tierce personne, comment elle fait? Elle n'a que des informations indirectes. Elle n'est pas là, elle ne voit pas, elle ne sait rien. Elle n'a que des informations indirectes et donc elle est obligée de faire des déductions. Donc être sûr de ces déductions, c'est un peu compliqué. Parce que sinon, la seule solution, évidemment, malheureusement, même si ça ferait aussi un choc pour l'enfant, ça serait de couper l'enfant du parent aliénant. Ou en tout cas, le mettre dans un cadre avec un intermédiaire, avec une médiation.
qu'il y ait toujours un adulte très compétent témoin d'un échange entre le parent aliénant et l'enfant, pour que l'enfant continue d'avoir un lien avec le parent aliénant, mais que le parent aliénant ne puisse pas, parce que ça va vite, hein, il suffit de 10 secondes où les deux sont seuls, hein. En 10 secondes, une phrase est dite et une phrase peut être assassine. Donc je ne vois pas d'autre solution moi que ça, que couper le lien. Mais imaginons qu'on se gourre et que le parent n'est pas aliénant. Alors là c'est catastrophique pour les deux. Donc c'est très complexe. C'est pourquoi, je l'ai dit au début, je n'ai pas spécialement de solution à apporter. Je voulais quand même faire une vidéo là-dessus. J'ai réfléchi parce que comme je n'avais pas de solution, du coup je me dis à quoi sert une vidéo. Bah, je pense que ça sert quand même à nourrir la conscience, c'est toujours une base. Ça sert à se rendre compte que ça existe, la gravité. Ce que j'observe souvent, c'est qu'un parent, et donc les enfants, ou l'enfant évidemment, hein, mais évidemment le parent est victime de ça aussi, hein, l'enfant est victime de ça directement, c'est surtout sa vie à lui qui va être détruite, mais le parent autre vit quelque chose d'absolument dramatique aussi, et il voit son enfant être détruit, il ne peut rien faire, et des fois il voit les autorités qui sont supposées protéger son enfant participer au problème. Donc c'est monstrueux comme situation. Donc ce que je voulais dire là, c'est que parfois, souvent, ce parent n'a pas d'appui, même dans sa famille ou même dans son entourage. C'est très complexe de parler de comportements manipulateurs avec des gens qui n'ont jamais rencontré des manipulateurs. Ils ne soupçonnent pas. Un être normal ne peut pas imaginer qu'un parent puisse faire des horreurs pareilles à un enfant. La base, c'est pas possible. La base, quand on est normal, qu'on nous raconte des trucs comme ça, on dit mais non, c'est pas possible, il exagère, c'est parce qu'ils se séparent, parce qu'ils sont fâchés. C'est pas possible. Aucun parent ne ferait un truc pareil à un enfant. Donc la base de raisonnement, elle est là. Donc en général, le parent n'est pas cru. On imagine qu'il va trop loin. On imagine même que c'est lui, peut-être, du coup, qui manipule, qui dit des choses horribles sur notre parent. Parce que quand on témoigne d'horreurs comportementales faites par un parent, le raccourci est vite fait de dire bah, c'est lui l'aliénant. C'est lui qui dit des horreurs. Il dit des choses. Il dit même, oh là là, mon Dieu, il dit que par exemple, je vais vous donner un témoignage d'une famille, en fait. Donc le témoignage, c'est un père qui se retrouve à devoir essayer de témoigner du comportement de la mère de son enfant et de son enfant, parce que du coup l'enfant a des comportements aussi qui sont déviants, poussés par la mère, et donc quand il décrit ça, les services sociaux disent il dit du mal de son fils. Donc les services sociaux vont dénoncer le parent victime sous prétexte qu'il décrit la réalité du comportement de son fils. Donc comment voulez-vous décrire si votre fils est poussé à vous frapper, à vous mentir, à dire des horreurs, etc., ou à mentir aussi sur ce qui se passe, comment pouvez-vous dénoncer ça à une autorité si l'autorité dit mais non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Donc l'enfant, le parent se retrouve dans une situation impossible où il ne peut pas dire l'horreur qu'il vit parce que l'autorité est toujours dans le soupçon que mais qui ment, on ne peut pas dire ça. Donc l'autorité souvent va se cacher, et les services de protection de l'enfance vont se cacher devant la facilité de dire mais non, la famille ça doit être tout beau, tout rose, on n'a pas le droit de dire du mal du parent, on n'a pas le droit de dire du mal des enfants. Ouais, mais quand il se passe des horreurs, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les dire. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'aide. Donc voilà l'horreur de l'aliénation parentale, voilà pourquoi je dis que c'est très violent. Et au moins peut-être cette vidéo va aider certaines personnes. Si vous avez dans votre entourage des gens qui font ces témoignages, écoutez-les vraiment d'une oreille différente. Alors c'est très très difficile parce que évidemment que le parent aliénant tient rigoureusement mot pour mot le même discours que le parent victime d'aliénation. Donc vous avez deux parents qui disent la même chose, ou éventuellement le parent aliénant qui est intelligent et qui ne va pas justement dire ça, qui va le faire mais qui ne va pas le dire. Donc vous avez un parent qui témoigne d'horreur, un parent qui fait genre que tout va bien à part que l'autre parent dit du mal, c'est une position facile, et du coup c'est très complexe là-dedans d'identifier la réalité de ce qu'une famille est en train de vivre, la réalité de ce qu'un enfant est en train de vivre. L'enfant lui-même, il dit tout et son contraire. L'enfant, c'est à ça qu'on reconnaît un enfant qui est victime qui est en train de subir un conflit de loyauté, c'est qu'il dit tout et son contraire. L'enfant va dire un coup un truc et un coup le contraire du truc.
Donc là-dedans, les autorités voient bien qu'il y a un problème, et comment ils font à déterminer quand est-ce que l'enfant ment et quand est-ce que l'enfant dit la vérité. L'enfant, il y a un moment donné, il ment, à un moment donné, il dit la vérité, et vis-à-vis d'une tierce personne, c'est rigoureusement impossible de savoir dans quel cas. C'est impossible. Donc c'est vraiment, vraiment inextricable. Pour autant, sachez que ça existe, ça va peut-être vous aider un petit peu, je ne sais pas comment, mais débrouillez-vous. En tout cas, évitez de juger rapidement. Bon, voilà, j'insiste, c'est vraiment des situations inextricables. C'est très facile du coup pour les manipulateurs, les pervers narcissiques là-dedans. Je voulais au moins dire que ça existe, je voulais au moins aiguiser votre conscience sur ça. Si vous le vivez, j'en suis désolé. Si autour de vous, vous entendez des choses du genre, essayez de mettre beaucoup plus d'amour, de recul, d'attention, avant de prendre parti trop vite. C'est des circonstances où le mieux est de ne pas prendre parti et d'être présent. Pour autant, c'est le mieux si vous voulez aider des familles qui sont là-dedans. Voilà, prendre parti, c'est toujours très délicat. Il faut vraiment que vous ayez une bonne certitude. Des fois, on l'a, parce que des fois, on a des... C'est pour ça que je parle plus à l'entourage qu'au service de protection de l'enfance et aux juges. L'entourage des familles peut être témoin de comportement d'un des parents. On peut voir à un moment donné qu'il y a quand même un parent qui a des trucs louches. Donc c'est comme ça qu'on peut éventuellement avoir ou alors écoutez les parents, si vous voulez vous mêler, au moins mêlez-vous vraiment, c'est-à-dire lisez les dossiers, lisez les documents. Souvent un parent qui est victime de ça, il a des preuves aussi, hein, il a des documents, il a des emails, il a des trucs. Donc si vous voulez vous mêler, mêlez-vous vraiment. Allez vraiment voir les choses, que vous allez pouvoir évaluer que les manipulations et les mensonges d'un parent. Voilà. Sachant que des fois c'est pas blanc ou noir, hein. Des fois les deux parents sont un petit peu troublés. Les situations les plus inextricables, c'est quand il y a un parent qui est un aliénant, c'est-à-dire qui est vraiment manipulateur, menteur, qui fait de l'aliénation parentale, et puis un autre parent qui est dysfonctionnel, qui est instable, etc., qui peut tomber des fois dans le mensonge et dans la manipulation. C'est moins grave, mais alors là, pour nuancer les deux, là ça devient carrément impossible. Donc si vous êtes victime là-dedans, essayez de rester le plus droit possible. Il y a même parfois, moi j'ai vu des avocats qui conseillent de faire de la contre-manipulation, c'est-à-dire de manipuler pour contrer manipulation. Je décourage ce genre de truc, là, ça devient n'importe quoi. Restez droit, ne manipulez pas, ne mentez pas. Après ça ne veut pas dire qu'il faut être transparent, qu'il faut tout dire, mais moi je vous encourage à rester bien droit, parce que c'est votre seule chance, là-dedans c'est la seule chance. Voilà. C'est pas un sujet léger, je voulais quand même en parler, c'est fait. J'espère que du coup ça aidera, ça soutiendra, ça enrichira les consciences sur les horreurs de ce qui se passe dans nos soi-disant familles occidentales. Et puis voilà, j'espère que ça nourrira, c'est mon but. Hein. Mon but j'insiste, hein, j'ai vraiment hésité, ça fait longtemps que j'ai en tête de faire cette vidéo. J'ai vraiment hésité, je ne suis pas trop sûr de à quoi elle peut servir. Donc bon, j'espère qu'elle servira les consciences, c'est mon but. Merci d'avoir écouté dans tous les cas, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.